Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de recevoir pour la deuxième fois Jérôme Arnaud Wagner. Bonsoir Jérôme Arnaud. Bonsoir Nathalie, bonsoir Frédéric. Alors ce soir on vous reçoit pour ce roman qui s'appelle Jamais je ne te quitterai, qui est paru aux éditions Ramsay, qui est la suite de votre best-seller N'oublie pas que je t'aime et qui pour l'occasion est réédité aussi aux éditions Ramsay. Je crois que vous allez nous montrer la couverture. Voilà la couverture de N'oublie pas que je t'aime qui était sortie en 2010 et que Ramsay réédite à l'occasion de la sortie de la suite, qui est une suite fictionnée. On va en parler. Ouais. Donc, il est sorti la semaine dernière, donc il est dans toutes les librairies, vous pouvez y aller. Avant de laisser la main à Frédéric, je voudrais, Jérôme Arnaud, que vous nous pitchiez votre roman en 1 minute. Alors, c'est un écrivain qui ouvre la porte parce qu'on sonne à la porte et il tombe sur sa femme disparue il y a 20 ans. Euh, Comme vous le savez, moi j'ai vraiment perdu ma femme très brutalement. Elle avait 35 ans et c'est le récit autobiographique que je raconte dans N'oublie pas que je t'aime. Et elle disparaît suite à une erreur médicale et elle me laisse avec deux petits garçons de 4 ans. Donc là, c'est la suite, c'est une suite fictionnée, évidemment, où je fais revenir ce gentil fantôme, mais qui a pas mal de choses à dire et il va. Ensuite, c'est traité sous une forme de comédie, c'est une comédie romantique, euh, sachant que très vite, il y a la nouvelle femme qui sonne également. Donc, on va se retrouver dans un triangle amoureux avec toute une série de situations les plus cocasses les unes que les autres, mais dans laquelle on va parler de la reconstruction après un deuil, et on va parler aussi de l'écriture comme thérapie, parce que le fantôme, il apparaît comme par hasard à chaque fois que l'écrivain se met à écrire. Voilà. Frédéric, je te laisse. Oui, c'est assez bien résumé. Mais alors, même quand on n'a pas lu le livre, en l'occurrence, moi je l'ai lu, mais on a évidemment tout de suite une question. C'est arrivé comment? Est-ce qu'elle a vraiment sonné? Est-ce que tu lui as vraiment ouvert? Est-ce qu'il n'y avait que toi qui la voyais? Alors, en fait, j'étais en train d'écrire un autre livre, comme ça arrive parfois, et puis je me promenais, il était minuit, je crois, à Biarritz, et avec cette fameuse, ces vagues incroyables qui arrivent sur les rochers là devant le casino. Et puis brusquement, vous allez rire, je l'ai vu. Voilà, donc je l'ai vu. Alors je l'ai vu certainement dans ma tête, mais et là, je suis rentré à toute vitesse à l'hôtel parce que j'étais descendu pour un festival et je me suis mis à écrire Jamais je ne te quitterai et à la faire réapparaître. J'ai laissé complètement en plan cet autre roman pour démarrer celui-là. En fait, elle est venue me visiter et ça faisait, puisque N'oublie pas que je t'aime est sorti en 2010, hein, donc ça fait 13 ans. Euh, Entre-temps, il y a eu 6 autres livres. Euh, Ah, on pensait que tu allais voilà, dire qui parlent six de autres l'amour, femmes. etc., mais qui ne sont pas des suites. Comment? On pensait que tu allais dire il y a eu 6 autres femmes. Enfin, Alors, il y en a eu beaucoup plus. Alors, je plaisante. Mais oui, il y en a eu d'autres. Et donc, je pense que ouais, je cherchais depuis assez longtemps une façon de raconter la suite, mais je voulais la raconter d'une façon, passer un certain nombre de messages, mais les passer de façon humoristique. Et voilà, et c'est cette façon-là qui s'est imposée à moi. Donc, est-ce qu'elle est vraiment revenue? Oui, quelque part, elle est toujours là, elle est toujours dans mon cœur, et elle est toujours dans mon écriture, en tout cas. hmm. Alors, la première chose qu'on se dit quand on est un lecteur et qu'on lit ça et que cette femme revient et qu'on sait que l'auteur, en tout cas le narrateur, parce qu'on ne va pas faire l'amalgame, parce que c'est quand même une fiction, quand on sait que le narrateur a une autre femme, ce qui est normal après toutes ces années, la première chose qu'on se dit en tant que lecteur, c'est chouette, je vais lire une super histoire. Et en tant qu'écrivain, on se dit, mais dans quel merdier il s'est mis? Comment il va s'en sortir? Donc voilà, fais-nous la part de ces choses. Euh, voilà, c'est quand même un piège de faire ça.
Alors, c'est une aventure qui n'est pas facile, effectivement. Comment dire, euh, parce qu'on est tout le temps sur lame de rasoir entre le réel et l'irréel. On est à la fois dans la tête de l'auteur et en même temps, il y a la réalité qui court. Voilà, elle le demande, il doit épouser cette nouvelle femme, il doit prendre une décision jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, que c'est lui qui convoque le fantôme de sa femme disparue parce que justement, il doit prendre cette décision à ce moment-là. Et quelque part, d'ailleurs, elle lui dit à un moment, mais tu n'as pas compris, je suis toi, je suis ta culpabilité. Il a besoin de résoudre cette culpabilité et de la laisser. Et il a besoin aussi que ce fantôme l'autorise à avancer vers sa nouvelle vie. Est-ce que, et ce sera la seule fois où je me rapprocherai de la réalité, et qu'est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu en écrivant ce livre, de te dire, est-ce que je garde ce fantôme à côté de moi? Est-ce que je peux passer à autre chose? Est-ce que ça fait partie de ton travail de deuil personnel ou ça n'a rien à voir et tu t'es laissé emporter par le livre? Ah non, c'est quelque chose que j'ai complètement vécu et que je vis encore. Je l'ai vécu dans toutes les histoires que j'ai eues depuis. Dès qu'il y a une nouvelle femme qui rentre dans ma vie, surtout que j'ai choisi en plus de faire de ma femme disparue une héroïne, ce qu'elle n'a pas pu être de son vivant. Donc j'en parle sans arrêt. Il y en a qui effectivement enterrent les choses, voilà, comme les autruches. Et moi, je pense que ça peut devenir des bombes à retardement. Moi, au contraire, j'ai eu besoin de le partager, tu le sais, N'oublie pas que je t'aime, on est en cours d'adaptation au cinéma. C'est Catherine Breillat qui réalise le film. Et donc, ça va presque être encore pire quand ça va être sur les écrans. Donc cette problématique de dire à la nouvelle compagne avec qui je suis, écoute, ça n'est pas parce que je parle de ma femme disparue et que je vis pas dans mon passé, je vis avec mon passé, mais dans vivre avec son passé, il y a le mot vivre, et que je ne suis plus avec toi. Elle est sur un autre plan, elle est une muse, elle est dans un autre monde peut-être. Et donc, voilà, donc c'est ce dont je parle dans le livre, je le vis tous les jours, forcément. Et j'essaie aussi de me mettre à la place de la nouvelle femme. Alors, évidemment, mais tu en parles à un moment dans le livre, c'est une rivale inatteignable. On ne peut pas l'engueuler, on ne peut pas l'éliminer, elle vieillira jamais, tu le dis d'ailleurs. Comment on fait avec une rivale comme ça? Oui, oui, la nouvelle femme, elle va même dire, le pire, c'est que je ne peux même pas la tuer, elle est déjà morte. Donc, c'est assez violent. Euh, Comment dire, je pense que c'est un livre sur la reconstruction après un deuil, la reconstruction après un divorce aussi difficile, hein. Il y a toutes ces problématiques-là, de l'autre qui est quand même toujours présente, hein, surtout quand il y a des enfants. Oui, mais Euh, dans un divorce, on lui en veut à la précédente, tandis que là, et surtout, là, elle est toujours là. oui, mais on lui en veut souvent. Ouais. Donc, elle est pas elle est pas un problème, elle est l'ex. Ouais. Oui, oui. Après, justement, dans le livre, sans vouloir dévoiler, à un certain moment, il y a une bascule, c'est-à-dire que le fantôme, qui est quand même toujours l'inconscient, hein, de l'écrivain, au début, elle est jalouse, hein, de la nouvelle, et puis à un certain moment, c'est au contraire le fantôme qui va tout faire pour lui dire qu'il faut qu'il avance, qu'elle est revenue justement pour lui faire passer cette culpabilité. Et puis bon, il y a aussi un certain nombre de messages que je voulais transmettre, notamment la procédure que j'ai eue avec les médecins qui a duré une dizaine d'années, qui n'est évidemment pas dans mon premier livre, dont je ne voulais pas spécialement parler de façon, comment dire, grave, puisque à un certain moment, justement, elle apporte son pardon, elle dit qu'elle a pardonné au médecin de cette erreur médicale. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire dans ce livre, et j'ai choisi le mode de la comédie pour le dire.
Euh, Là, on est en train d'adapter au théâtre, pour le coup, avec Cyrielle Claire qui fait la mise en scène, ce nouveau livre. Et alors là, au théâtre, c'est presque encore pire que dans le livre, parce que là, sur scène, le public voit le fantôme, l'écrivain aussi, mais évidemment, les autres comédiens, il y a 5 comédiens sur scène, ne le voient pas. Et alors là, il y a des quiproquos dans tous les sens. Et elle est pas là, mais elle est vraiment là, puisqu'elle est incarnée par un personnage. Hmm. Dans le livre, tu as choisi de ne pas raconter aux enfants que tu la vois vraiment. Pourquoi? Euh, parce que eux ne la voient pas et donc je pense que en fait en réalité à chaque fois qu'il la voit c'est quelque part il est dans son inconscient ou il est en train d'écrire. Euh, donc les enfants ne sont pas dans sa tête, hein. Eux ils sont dans la vie. Ils sont en plus, bon, mes enfants, ils avaient 4 ans, hein, quand elle est partie. Donc, c'est vrai que les seuls souvenirs réellement qu'ils ont, c'est ce que j'ai raconté, c'est des photos, c'est des vidéos, mais il y a pas, comment dire, elle est, je pense, pas aussi présente qu'elle peut peut-être l'être pour moi dans ma vie. Hmm. Mais alors, il y a une ambiguïté parce qu'au départ, on pourrait penser qu'effectivement, d'une certaine façon, il est comme un médium et il la voit vraiment. Les médiums voient les j'ai disparus. Et puis à un moment, effectivement, on comprend qu'elle est dans sa tête. Comment est-ce que tu lui donnes cette autonomie? Parce qu'elle fait quand même des choses que le narrateur n'a pas envie qu'elle fasse. Elle le met même dans l'embarras souvent. Comment, si elle est dans sa tête, elle peut être comme ça, si rebelle? Alors, bon, effectivement, lorsqu'elle arrive, elle lui dit, ah, mais attends, j'étais allé acheter un paquet de cigarettes, pourquoi tu as changé tous les meubles de l'appartement, et voilà, pourquoi tu t'es grimé, c'est quoi ces cheveux blancs et ces cernes, on dirait que tu as pris 20 ans, bon, arrête cette comédie, et puis voilà, jusqu'au moment où elle se voit, enfin, elle se voit pas plutôt, dans le miroir. Et là, elle va comprendre qu'elle est un fantôme et il va lui montrer des photos des enfants qui ont maintenant 27 ans et qui n'ont plus 4 ans. Voilà. Donc il y a le début où le personnage, quelque part, est dans sa tête, mais a une certaine autonomie par rapport comment dire, à l'écrivain. Bon, ensuite, c'est pour ça que je dis que je suis à chaque fois quand même sur le fil du rasoir entre le réel et l'irréel, entre le conscient et l'inconscient. Euh, c'est que j'essaye de lui donner une certaine liberté, puisque elle va même voir sa maman qui a maintenant un Alzheimer, qui est dans une maison de retraite et qui la voit alors que voilà, personne ne la voit. Voilà. Donc il y a effectivement là, on rentre complètement dans la fiction et c'est aussi ce que permet l'écriture. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi un roman sur l'écriture comme thérapie, comme sur l'écriture comme aussi fenêtre d'évasion, un peu comme disait Julia Green, vers l'imagination et le fait de pouvoir réaliser des choses qu'on ne peut pas réaliser dans la réalité. Voilà, c'est pas une écrivaine comme toi que je l'apprends, en plus moi je lis tes livres et j'adore ton écriture. Donc c'est vrai que, comment dire, là, l'écriture me permet cette liberté. Après, il faut que ça reste toujours plausible. Donc c'est la difficulté la difficulté que j'ai eue, c'était celle-là. Voilà, j'espère que je m'en suis à peu près sorti. C'est Bah, il y a intéressant. cette ambiguïté. Pardon, non, je voulais Pardon. juste rebondir sur ce que disait Jérôme Arnaud par rapport à un livre sur l'écriture. Justement, à un moment donné, vous écrivez que Emma, c'est l'invention d'Alexandre, donc du narrateur qui est écrivain, et qui est dans son esprit, mais elle a toutes les questions qu'un auteur se pose quand il écrit. Oui, et puis il y a un certain nombre de questions, comment dire, que tout le monde se pose, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'elle est revenue pour me délivrer un message divin? Ou est-ce qu'au contraire, elle est venue de se venger? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'elle a à m'apprendre, etc. Et voilà, et à un certain moment, elle lui dit, mais non, je ne suis pas, malheureusement, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'au-delà, puisque je suis simplement
toi, je suis simplement le personnage que tu as créé dans ton roman. Donc, je vais te décevoir, je n'ai rien à te dire sur ce qui se passe après. Alors Euh, justement, ouais, est-ce que l'écriture, pour vous, c'est une armure? Euh, non, je vois pas ça comme une armure. Je vois ça au contraire comme une clé, comme une. Moi, je sais que bon, j'en avais parlé d'ailleurs à Frédéric. On a tous des façons d'écrire, je pense, différentes, mais en tout cas, n'oublie pas que je t'aime. C'est un livre que j'avais écrit véritablement. Connecté, c'est-à-dire que j'avais l'impression de rentrer en écriture automatique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que c'était très douloureux. Donc, pendant un an, je me suis plutôt enregistré. J'ai pris des notes, j'ai essayé de recueillir des poèmes qu'elle avait écrits, différentes choses. D'ailleurs, N'oublie pas que je t'aime, c'était un poème qui se terminait par PS, deux points, n'oublie pas que je t'aime. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, c'est mon titre, c'est la façon. C'est elle qui me le dit de là où elle est peut-être, et moi qui lui dis aussi par l'écriture. Et je vais en faire une héroïne, ce qu'elle voulait être, puisqu'elle était comédienne et elle voulait faire du cinéma, etc. Donc c'est pour ça que je suis aussi sur ce film. Donc j'ai essayé de continuer sa vie en continuant la mienne, comme je dis à un certain moment. Oui, alors pour moi, l'écriture a ce côté magique qui fait que moi, je me souviens quand j'écrivais, je n'arrivais même pas à suivre ce qui arrivait, quoi, qui était, bon, je pleurais en même temps d'ailleurs sur le clavier, donc voilà. C'est très mauvais ça, hein. Mouiller le clavier, c'est pas bon, hein. Et donc, voilà, ça nettoie un peu le clavier, mais en tout cas, ce phénomène de connexion, après, on n'y croit pas. Je n'ai même pas la réponse moi-même, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est effectivement une source d'inspiration. Et ça me permet aussi d'aborder des questions auxquelles on n'a pas aujourd'hui de réponse, voilà, qu'est-ce qui se passe après la mort? En tout cas, la force d'amour, puisque moi, c'est mon credo. La force d'amour est une énergie qui permet pour moi de transcender l'absence, de transcender la mort, justement. Et c'est un peu une façon, et je crois que l'écriture, c'est ça, c'est aussi une façon de devenir un peu immortel, entre guillemets. Dans une autre interview, d'ailleurs, on m'a posé cette question-là, on m'a dit, mais finalement, vous vous prenez pour Dieu? Bah, oui, quand on écrit, oui, on a, il y a Et nos c'est pas limites. rien, hein, c'est l'Académie Ouais. française, hein, les immortels, hein, donc, Mais oui, tu as raison, en plus, oui, les immortels. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as revécu par rapport à l'écriture de N'oublie pas que je t'aime avec celui-là, ou est-ce que c'était complètement différent? Alors, ce que j'ai quand même revécu, c'est l'erreur médicale. C'est puisque à un certain moment, elle va convoquer tous les médecins qui étaient là. Bon, il y en a un qui n'est plus là d'ailleurs, qui est passé dans l'autre monde, mais qui réapparaît sous forme de fantôme. Et elle va tous les convoquer pour qu'ils avouent l'erreur médicale. Et à la fin, elle va d'ailleurs leur donner son pardon, parce que à un certain moment, pour moi, c'était aussi important, comment dire, de pardonner, parce que pour pouvoir avancer, il faut être dans une certaine paix intérieure. Donc là, oui, j'ai revécu ces moments-là, qui n'étaient pas des moments faciles, mais j'essaie de le revivre d'une façon humoristique, mais ce qui n'empêche pas de passer quand même un certain nombre de messages, puisque je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Ils ont été condamnés? Je ne cite aucun nom, hein. Il y a Non, eu non, bien sûr, euh, mais il y a eu effectivement une décision donc qui a parlé d'une faute collégiale et d'une accumulation d'imprudence voilà, que des médecins ne pouvaient pas ignorer. Mhm. Est-ce que le fait que le procès soit terminé permettait ça dans le livre? Oui, je pense que je ne pouvais pas écrire ce livre tant que la procédure était en cours. Euh, je, je pense aussi que, comment dire, euh, c'était aussi intéressant pour moi
de raconter ça à mes enfants, quelque part, ce que je raconte aux lecteurs, mais aussi à mes fils. Mm. Euh, parce que j'en ai jamais vraiment parlé à fond, puisque cette procédure, elle s'est déroulée, ils étaient encore petits. Euh, voilà, donc c'est encore un, oui, en ça, c'est vraiment une suite. Donc c'est quand même encore quelque chose d'un peu testamentaire, entre guillemets, oui. Et la nouvelle compagne s'est enfuie ou elle est toujours là? Elle s'est pas enfuie, non, non. Je vais dans l'indiscrétion, mais c'est tellement tentant. C'est pas facile d'être la femme d'un écrivain, hein. Non, en même temps, bon, c'est ce que je dis à un certain moment dans le livre. Voilà, ça fait partie du package entre guillemets. C'est-à-dire que il faut aimer une certaine sensibilité, une certaine croyance en l'amour, puisque moi, je pense que quand on a aimé vraiment follement une fois, c'est qu'on est capable d'amour, donc on est capable de recommencer. J'avais vu d'ailleurs une étude là-dessus qui était intéressante. On dit que ceux qui croyaient, qui étaient quelque part nostalgiques du passé, étaient dans meilleure position pour, non pas pour refaire leur vie, parce que ce mot est horrible, mais Ouais. en tout cas pour continuer leur vie et être à nouveau émerveillés par l'amour. Donc Mm. ça j'y crois vraiment. Mm. Oh, ça donne envie d'écrire. N'oublie pas que je suis vivante. Quel regard tu portes sur les livres qui justement abordent ce sujet du deuil? Est-ce que tu en as lu? Est-ce que ça a été une inspiration pour toi ou tu ne t'en préoccupais pas du tout? Non, j'en ai beaucoup lu. Euh, j'ai beaucoup lu de livres, comment dire, sur, pas simplement d'ailleurs le deuil d'une femme, hein, sur le deuil d'un enfant, sur le deuil d'un frère, etc. Le livre d'Olivia de Lamberterie, par exemple, qui est magnifique. Et donc, oui, je lisais à une certaine époque, je ne lisais même presque que ça. Et puis, je lisais aussi beaucoup de choses très spirituelles, hein. J'ai voulu aussi savoir tout ce que les religions avaient écrit sur ces sujets-là, et toutes les religions, pas uniquement la religion chrétienne. Voilà, en Orient, ils ont aussi une façon de considérer la mort qui est assez différente de la nôtre. Euh, et donc, oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Aujourd'hui, je dirais que ça m'est un petit peu passé. Et donc, je lis des choses beaucoup plus contemporaines. Et puis, bon, comme j'ai eu la chance aussi de participer à quelques jurys de prix, ça m'a permis de lire des livres que je n'aurais pas forcément achetés. Donc, et j'ai souvent des bonnes surprises. Mm. Comment ça se passe l'adaptation? Alors, l'adaptation, ça fait déjà quelques années hein, que je suis sur ce projet. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris une réalisatrice, Catherine Breillat, qui a fait plutôt des films jusqu'à maintenant. Elle a fait 12 films euh, qui traitaient de l'amour sur toutes les façons, mais qui n'étaient pas forcément cette façon-là d'aimer, hein, c'est-à-dire cet amour absolu, l'amour dit romantique, entre guillemets. Et donc, on dit qu'elle a une façon de tourner qui est quand même assez, comment dire, assez tranchante. Donc, l'écueil, évidemment, de N'oublie pas que je t'aime serait de faire un film un peu trop mièvre, entre guillemets, hein, Ce qu'elle euh, fera sûrement pas. ce qu'elle ne fera pas. Donc, ça sera un vrai drame. En tout cas, les essais qu'on a faits sont très prometteurs. Je ne peux pas trop en parler parce que on n'a pas encore les accords des acteurs principaux, Mais ils euh, sont choisis. en tout cas, il y a des discussions oui, en cours. Et elle a écrit un scénario qui ne traite pas tout le livre, hein. Elle a pris un angle, ça s'arrête réellement au décès de ma femme Emmanuelle. Il n'y a pas la reconstruction avec les enfants, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Euh, mais je pense que c'est un message extrêmement fort et que ça sera un très très beau film. Un film comme seuls les Français savent encore les faire. C'est pas du tout un film qu'on peut retrouver sur Netflix, je pense, demain.
C'est une superbe réalisatrice à laquelle on ne penserait pas du tout quand on lit le livre. Elle Comment est à c'est... contre-emploi, elle est à contre-emploi. En fait, quand le producteur m'a fait lire le scénario, on avait fait d'abord, on avait essayé pas mal d'autres scénaristes avant. Euh, j'ai enfin trouvé un scénario bien écrit qui était assez fidèle au livre en plus, et on retrouvait l'énergie euh, que j'avais voulu mettre. Et donc, j'ai dit Banco, mais il ne m'avait pas dit qui avait écrit le scénario. Et là, il m'a sorti le nom de Catherine Breillat, et effectivement, que je ne connaissais pas bien, mais j'ai regardé tous ces films et j'ai été extrêmement surpris, effectivement. Donc, mais je pense que l'idée du contre-emploi est très maligne. Hmm, absolument. Et le fait de faire le deuxième plutôt au théâtre, c'est un hasard de rencontre ou c'est voulu? Je pense que, comment dire, bon, le deuxième est beaucoup plus dialogué. Hmm. C'est un, comment dire, c'est plus, voilà, c'est une comédie romantique, hein. Assez vite, j'ai eu envie de le transformer en pièce. Et puis j'ai rencontré effectivement Cyrielle Claire voilà, le projet lui a plu, donc on a monté la troupe. Pour l'instant, on fait des lectures, mais pour le coup, sur la pièce, je n'ai pas encore le producteur. Donc, je suis un peu plus, c'est un projet qui est un peu moins avancé que le film. Ça nous permet de dire que, à nouveau, on le répète, c'est très très long. Tout ce qui Ouais. est adaptation, 80% des livres qui sont optionnés ne deviennent pas des films pour une raison ou une autre. Donc Il c'est faut un vraiment long que toutes les parcours. planètes s'alignent, hein. Il faut le producteur, le réalisateur, les acteurs, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même des acteurs, comme on dit, bankable, entre guillemets, parce que sinon les gens se déplacent plus au cinéma. Donc, c'est vrai que dans les premiers films de Catherine, elle prenait quasiment des inconnus et elle arrivait à en faire des stars, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, hein, ce type de cinéma-là, hein. Donc, donc oui, il faut vraiment un bel alignement des planètes. Donc, on y est presque, mais pas complètement encore. Alors, on est toujours très intéressé par les acteurs principaux d'un livre qu'on a écrit, mais quand l'acteur principal, c'est soi, comment ça se passe? Alors, c'est pour ça que sur ce livre-là, j'ai choisi une position qui était d'être coproducteur. C'est-à-dire que le producteur ne souhaitait pas que je participe à l'écriture du scénario. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit le tempérament de Catherine de partager ce travail-là non plus. Euh, mais le fait d'être copro me permet quand même d'avoir en tout cas, mon mot à dire sur le scénario, sur le choix des acteurs principaux, etc. Voilà, donc voilà. Et puis comme je suis intéressé à ce que le film marche bien aussi, voilà, je fais tout pour que ça soit pas uniquement mon histoire, mais que ça soit aussi une histoire qui intéresse les gens, qui soit universelle et pas uniquement personnelle. Donc, on choisit un acteur plus jeune, plus beau. Voilà, ils vont avoir beaucoup de mal à trouver. Non, non, je plaisante. Forcément, hein. Il y a des acteurs qui sont âgés, qui sont très beaux et qui ont des Oui, belles voix en en plus. plus. Non, mais on fait la même chose que les hommes, tu sais. Voilà, Non, mais malheureusement, il y avait un acteur beaucoup plus âgé qui était intéressé et le problème, c'est qu'il faut quand même que ça soit un jeune couple. Donc, Bah oui. sinon l'histoire est trop dénaturée. Et bon, et si vous faites le panorama des acteurs français de moins de 35 ans, il n'y en a pas tant que ça. Mais je ne vais pas vous dévoiler où on en est. Non, non, on essayait là de, de Essayer de- manœuvrer pour que tu lâches un non, mais en fait, tu es très fort. Nathalie. Moi, si je vous dis Macarena, vous me répondez quoi, Jérôme Arnaud? Parce que ça m'a beaucoup fait rire quand même. Bah, Macarena, c'était la musique à la mode à l'époque sur lesquelles dansait ma femme Emmanuelle. Voilà, et on faisait les Macarena. Voilà, donc c'est évidemment c'est sa chanson. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur L'Exergue, qui est magnifique, de René Char, qui est Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Est-ce que c'est exactement ce que vous avez fait dans votre roman? On peut le dire que oui. J'imagine que c'est ça.
C'est la Oui, traduction un petit peu de cette phrase, de cette belle phrase. Il y en a une autre aussi de Lamartine qui est très belle à la fin du livre. c'est vrai que quand je suis tombé sur cette phrase, bon, je pense qu'en tout cas, personnellement, c'est tout l'objet de mon travail d'écriture en réalité, hein, parce que si ceux qui me suivent et qui lisent tous mes romans, je parle toujours d'amour absolu, je parle toujours de destin, de sens de la vie, voilà, et chez moi, euh, bon, Frédéric le sait, moi j'ai eu tout un parcours où j'étais pas écrivain. Enfin, j'ai écrit mon premier roman, j'avais 11 ans. À l'époque, ma grand-mère, parce que je vivais dans le Midi, m'a dit non, 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 parce que j'étais présenté au concours général en lettres, mais non, non, il faut que tu fasses des maths, euh, parce que voilà, dans la famille, il faut gagner de l'argent, et voilà, donc il faut que tu fasses du commerce. Donc, je suis rentré à HEC, je me suis forcé à faire des maths avec un 17 en philo, je crois que sinon je ne serais jamais rentré. Et puis après, j'ai fait 20 ans dans les médias et dans la com. J'étais patron d'une agence de com, etc. Et il a fallu, quelque part, c'est terrible de dire ça, hein, parce que la disparition de ma femme, bah, il y a eu un cadeau dans cette disparition. C'est terrible de dire ça. C'est que ma façon d'exprimer comment dire, l'horreur de ce que je vivais, c'était par l'écriture. Donc, je me suis remis à écrire, au départ pour mes enfants, puisque ce manuscrit, N'oublie pas que je t'aime, il est resté 7 ans dans un placard. Je voulais juste pas oublier, je voulais juste comment dire euh, que quand ils seraient plus grands, ils puissent retrouver leur mère telle que je l'avais quittée. Et je pense que j'ai bien fait parce que on retrouve quelqu'un plus par ses gestes, ses attitudes, les mots qu'elle aimait, les valeurs qu'elle avait, etc. Et ça, je l'avais à ce moment-là, que par des photos ou par des vidéos qui sont toujours les mêmes, qu'on revoit 10 fois, 100 fois. Donc, je pense avoir fait ce travail au départ pour eux. Et puis un jour, j'ai un copain qui passe chez moi et qui attrape le manuscrit, qui me dit, tu veux en faire quoi? Je dis, bah, rien de particulier, parce que je l'avais terminé, elle décède en 2000, j'ai terminé en 2003 le livre, il est resté jusqu'en 2010 dans mon placard. Bon, il se trouve que ce copain était le patron de Prisma et que il m'a dit, mais moi j'ai envie de l'éditer. Et là, j'ai dit, mais non, non, il faut que je recommence tout parce que c'est trop intime. Je racontais des choses très, 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 très intimes. Il dit, non, surtout pas. Ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est sincère, authentique. Tu n'y touches pas. Voilà. Et bon, je ne pensais pas que j'allais en vendre plus de 100 000. Donc, ça a été effectivement, ça m'a permis quelque part de réaliser mon rêve d'enfant qui était de devenir écrivain. Donc, voilà. Et après, j'ai pu publier 7 autres livres. Mais j'ai quand même attendu jusqu'à maintenant avant de donner une suite à ce livre-là, une suite particulière, une suite fictionnée. Et tous vos livres sont très lumineux quand même. Est-ce qu'un jour on verra Jérôme Arnaud Wagner dans un style beaucoup plus sombre, beaucoup plus enquête? Je sais pas. Est-ce que parce que Tu veux savoir s'il va assassiner sa femme, par exemple? non, pas du tout, parce que ça c'est pas possible. Mais voilà, là c'est Alors, quand même c'est une question comme par super méthode. intéressante. Je vais te dire pourquoi, Nathalie, parce que c'est exactement ce que je suis en train d'écrire. Je suis en Ah, train d'écrire un livre beaucoup, beaucoup plus sombre, à tel point plus sombre. Je l'ai commencé il y a déjà un an, hein, que je me suis même posé la question à un certain moment si je ne devais pas le publier sous un pseudo, parce que je me suis dit, mais alors, mes lecteurs et surtout mes lectrices, parce que j'ai quand même beaucoup de lectrices, vont être déçus, vont se dire, mais il est... qu'est-ce que c'est que ces fantasmes, qu'est-ce que c'est que voilà, ce chevalier de l'amour L'éternelle là, question du politiquement correct. là, je parle d'autres, bah, j'explore plutôt l'ombre que la lumière dans ce livre-là. Mais bon, ce qui ne veut pas dire quand même qu'on n'y retrouve pas, en tout cas au moins à la fin, mon credo. Mais on passe sur des épisodes, comment dire, euh, avec d'autres aspects que l'amour absolu, oui. c'est plus compliqué à écrire.
Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à écrire ça, hein. Il y a des scènes un peu plus sexuelles, notamment, entre guillemets. Voilà, donc je me suis lâché. Et, euh, et un peu plus violente, surtout. Donc, non, C'est c'est pas plus MeToo qui t'a compliqué à inspiré. écrire. Comment? C'est MeToo qui t'a inspiré. On ne te demandera pas ce que c'est le sexe, entre guillemets. Hein. Perso, je ne sais pas ce que c'est, mais on va laisser les guillemets jusqu'au prochain. C'est le combienième livre que tu écris là? Septième. Je précise que je suis très MeToo quand même, hein. J'ai d'ailleurs récemment fait une petite vidéo pour une association qui est ONU Femmes, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, surtout qu'avec toute la violence qu'on a en ce moment, Mm. la violence faite aux femmes, mais aussi la violence en général, je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous parce que, dis donc, je ne sais Surtout les hommes, d'ailleurs, je dirais. et surtout les hommes. Et c'est d'ailleurs, voilà, cette association s'appelle, a cette bonne idée de dire il faut aussi que les hommes prennent la parole parce que euh, s'il n'y a que des femmes, ça ne crédibilise pas suffisamment et la société est faite d'hommes et de femmes. Mm. Euh, donc, en fait, c'est toutes ces petites vidéos. Il y a une centaine de personnalités qui sont interviewées, des écrivains, des musiciens. D'ailleurs, si ça t'intéresse, Frédéric, du coup, je ne savais pas que je dirais ça à l'antenne, mais euh, ah oui, mais non, tu n'es pas un homme, donc ça ne marchera Et pas. oui, oui, C'est bête. Et après, il y a une exposition avec une centaine de portraits. Donc, on a fait une photo de 1,40 m de moi et on va avoir le QR code qui permettra d'avoir la vidéo en question. Voilà. Mais elle est déjà sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Et que dit, alors, en gros, c'est quoi le propos des vidéos de ces hommes? C'est en 1 minute de comment dire euh, d'expliquer voilà pourquoi il faut que ça s'arrête hein, et donc euh, voilà c'est vrai que moi je parle beaucoup d'amour dans mes livres. Euh, euh, L'amour inclut tous les aspects de l'amour, hein. Moi, je pense que quand on, ouais, je suis désolé de parler de ça, mais quand on fait l'amour, et quand on fait l'amour avec une femme qu'on aime, le plaisir est décuplé. Enfin, d'ailleurs, j'avais vu une phrase qui disait ça, qui disait euh, qu'en fait, on parlait d'amour partagé, mais en réalité, il n'est pas partagé, il est multiplié. Voilà, donc toutes les autres formes de, comment dire, euh, enfin, toutes les autres formes sexuelles, en fait, sont pour moi, comment dire, pas du tout à la hauteur. Donc je pense il faut toujours qu'il y ait de l'amour, sinon il faut surtout pas aller vers ça. Voilà, je suis pas très, je sais pas si j'ai été très clair. Mais bon, Non, voilà. pas tout à fait, mais on voit en filigrane cette belle phrase de Bobin qui disait qu'écrire, c'est rejoindre l'amour qui manque à tout amour. Ça Voilà. devrait te plaire, ça. Ah ouais, j'adore Bobin en plus, Christian Bobin, j'adore. Ouais. Est-ce que cette forme d'écriture a envahi complètement ta vie ou est-ce que tu continues une autre activité ou est-ce que... Alors, j'ai plein d'activités différentes. J'ai gardé mon activité de conseil en communication, beaucoup sur les événements culturels. Donc aujourd'hui, je m'occupe de trouver des financements pour le monde de la culture. Donc, j'ai créé une structure qui s'appelle MAGE. Donc, c'est les initiales de ma femme et de mes enfants, MAGE Entertainment. Donc, et on aide à financer des festivals comme les Francopholies de La Rochelle, comme Festival du film de Cabourg, etc. Donc, ça, c'est une activité, je dirais, que je n'ai pas abandonnée et qui est aussi alimentaire, parce que comme tu le sais mieux que personne, l'écriture n'est pas, comment dire, enfin, c'est très difficile de vivre uniquement de ses écrits, hein, extrêmement difficile. Et puis, voilà, j'ai monté une autre société qui s'appelle Les Beaux Films, donc qui est une société de production et qui est
qui coproduit N'oublie pas que je t'aime et avec lequel j'essaie aussi de monter cette pièce de théâtre. J'ai aussi un projet de série, voilà, et j'enseigne également dans une école de commerce sur tout ce qui est effectivement sponsoring, communication. Donc j'ai pas mal d'activités différentes, mais je crois qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on est aussi multicarte, mais j'aime bien aussi passer d'une activité à l'autre, hein. Euh, Après, tout le monde ne l'accepte pas forcément. C'est-à-dire que moi, dans mes relations professionnelles, il y a des gens qui considèrent que si j'écris, c'est que je ne m'occupe pas assez de ma boîte, par exemple, ou que je ne suis pas suffisamment concentré, ce qui est totalement faux en plus, hein. Ouais. Et inversement, en tant qu'écrivain, entre guillemets, on dit ah bah c'est pas un écrivain full-time, entre guillemets, donc c'est pas un vrai écrivain. Voilà, donc On est très, très case en France, en fait. ouais, en France, on est très très case. Ah bah tiens, pourquoi il se met à faire du cinéma, celui-là? Pourquoi il se met à faire du théâtre? Mais en fait, on est juste entrepreneur, on a juste envie de faire des choses, on a envie de réaliser ses rêves. La vie, elle est courte. On y arrive, on n'y arrive pas, mais en tout cas, on essaye. Moi, j'essaye. Dans ma vie personnelle aussi, j'essaye. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai pas mal d'activités différentes et en réalité, l'une nourrit l'autre assez souvent puisque j'arrive aussi à... Aujourd'hui, je pense que je peux être coproducteur d'un film parce que justement, j'ai fait aussi de la recherche de financement, du marketing, etc. Et je peux me mettre à la place d'un producteur. Euh, oui, et je crois d'ailleurs qu'il y a de plus en... Moi, je m'occupe beaucoup de musique, par exemple, dans ma boîte. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui se marketent aussi eux-mêmes, enfin, qui font leur propre marketing, et les réseaux sociaux permettent ça. Voilà, on est dans une époque aujourd'hui où on peut aussi faire beaucoup de choses. Donc, vous écrivez la nuit, vous avez le temps d'écrire quand, en fait, avec tout ça? Alors, moi, j'écris Ah, en fait, effectivement. l'intelligence artificielle qui écrit à sa place. J'écris beaucoup dans les trains, moi j'écris beaucoup. Parfois, il m'est arrivé d'accepter des dédicaces très très loin, dans des coins complètement perdus, parce que je savais que j'avais 7 heures de train, que j'allais vraiment être bien tranquille à l'aller et au retour, parce que c'est vrai que dès que je suis chez moi à mon bureau, je suis assailli de mille choses. Donc, je mélange pas les deux activités. C'est vraiment quand même deux cerveaux différents. Je Mais sais ça pas. se répartit comment? Il y a de l'écriture chaque jour, avec un rituel, une heure, ou c'est un jour par semaine, 2 jours? Comment tu fais ça? Il y a pas de règle hein, en ce qui me concerne. Bon, j'ai la chance de ne pas dépendre de façon alimentaire de mon écriture. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Donc, voilà, je me mets à écrire, par exemple, comme à Biarritz, là, à minuit, parce que brusquement, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, moi, j'ai souvent mes idées quand je nage. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin. Euh, je nage tous les jours. Bienvenue au club des nageurs. Et en fait, c'est assez curieux parce que quand on nage 1 heure, au bout d'un certain moment, il y a cette espèce je sais pas, de surmoi, entre guillemets, qui s'en va. Et le corps est pris par autre chose et on laisse plus facilement rentrer des... voilà. Et donc, moi, j'arrive à trouver des clés ou des solutions euh, à mes romans en nageant. Alors après, je cours à toute vitesse avec ma serviette pour aller noter sur mon iPhone. Parce que tu le sais très bien, Frédéric, si on n'a pas, on retrouve jamais exactement la même phrase, jamais exactement la même idée. Donc j'essaie de les noter, puis après je les réutilise plus tard. Mais voilà, donc bon, chacun a son processus d'écriture, mais moi, c'est pas, non, c'est pas régulier, c'est pas à 1 heure fixe. Hmm, ouais. Nathalie? Il y a une question là qui vient d'arriver, c'est Stéphane qui la pose. Il demande, selon vous, est-ce que l'écriture permet-elle de régler des choses ou c'est compte? L'écriture permet de régler Permet-elle de régler des choses là où c'est compte. avec Ou des quelqu'un? comptes? Des De Oui. comptes. régler des comptes.
Euh, je pense que l'écriture, oui, permet, comment dire, surtout, en tout cas pour moi, de régler des choses avec moi-même, hein. Elle me permet d'exprimer euh, une certaine, là en l'occurrence, j'avais une colère par rapport à Dieu, entre guillemets, s'il existe, de m'avoir enlevé la femme que j'aimais, d'avoir laissé deux petits garçons de 4 ans sans maman. J'avais une colère contre les médecins. Et donc, quelque part, le fait d'écrire, ça m'a permis comment dire, de la calmer et d'avancer. Euh, donc, et là, dans Jamais je ne te quitterai, j'essaie aussi de résoudre ce problème de la reconstruction d'une vie avec une nouvelle femme. Bon, même si c'est une femme un peu particulière, puisque elle a aussi, elle, on va le découvrir à la fin, bon, je dis pas trop de choses, mais qu'elle a aussi perdu sa petite sœur. Ils vont se rencontrer même au cimetière, carrément, comme dans le mec de la femme d'à côté, là. Et donc, elle lui dit, mais je connais ta peine, hein. Et donc, leur histoire va aussi pouvoir démarrer parce qu'elle elle sait ce qu'il a vécu. Euh, donc, je dirais que pour moi, c'est surtout régler des comptes avec moi-même de façon à pouvoir avancer. Souvent, comment dire, dans les dîners en ville, entre guillemets, on me redemande à chaque fois, mais alors, de quoi elle est morte, votre femme? Et donc, il faut re-raconter tout et c'est franchement épuisant. Donc là, c'est très facile. Je leur dis, écoutez, tout est dans un livre. Si vous avez envie, vous aurez tous les détails. Et finalement, c'est assez commode. Donc, oui, donc je pense que, voilà, moi, j'écris pas en tout cas pour régler des comptes. Par contre, le fait d'avoir pu écrire, pas simplement le dire, mais écrire le mot pardon, euh, et que ce mot pardon, il reste dans un livre, je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à moi, mais aussi à l'univers, mais aussi à mes enfants, mais aussi aux générations qui suivront. Et euh, donc, euh, donc ça, je crois qu'il y a un pouvoir extraordinaire là, du mot lorsqu'il est écrit. Mm. Il Oui, y a Laurent? l'écriture n'est pas une thérapie, mais si vous rejoignez à l'intérieur quelque chose qui est un point de soi qui est universel, à ce moment-là, ça devient un livre et ça devient un livre publiable, ce que n'est pas un carnet intime. Il faut bien vraiment faire la différence entre le fait d'écrire pour se faire du bien et ensuite le fait de publier, ce qui est vraiment pas la même chose. Voilà, après, comment dire, comme je te le disais, moi j'avais écrit mon premier roman quand j'avais 11 ans sur un cahier de texte de cinquième. Euh, D'ailleurs, je l'ai gardé et sur la couverture, il y a marqué jamais je ne, pas jamais je ne te quitterai, mais jamais je ne vous conseille de lire ce livre médiocre. Et Ah, ça tu m'a avais déjà une super conscience ça m'a bien du fait fait marrer. que tu étais débutant. Avec une écriture d'enfant, là, bien ronde. Et voilà, puis j'écrivais des poèmes, donc j'ai beaucoup de recueils de poèmes de cette époque. Donc je pense, si tu veux, que c'était... Et c'était déjà une histoire d'amour. Donc en fait, euh, c'est une histoire d'amour, parce que moi je vivais à Nîmes, qui est la Rome française, donc c'était une histoire d'amour entre un jeune patricien qui s'appelait Quintus et la princesse Laura, qui était la nièce de César. Et j'ai un peu d'ailleurs repris cette histoire dans mon avant-dernier roman, Le Guérisseur de cœur, qui est un voyage à travers les temps où j'ai recyclé un petit peu mon histoire d'enfant. Donc tout ça pour dire que finalement, mon écriture, c'était déjà une histoire d'amour. C'était déjà une histoire d'amour absolu. Et pourtant, j'avais connu encore aucune femme à 11 ans. Donc finalement, on ne change pas. Je crois que quelque part, on écrit un peu toujours le même livre. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que les écrivains ont parfois un message à donner, mais ils sont quand même écrivains au départ, ou en tout cas où ils ont
c'est aussi une façon de s'exprimer comme d'autres composent, comme d'autres peignent, comme d'autres voilà, sont des comédiens. Ça, c'est quelque chose qui est là et un jour ou l'autre, ça vous rattrape dans votre vie. Moi, ça m'a rattrapé. C'est une façon différente d'être au monde et d'en rendre compte, disait Hubert Nissen. Très beau. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors je vais élargir le conseil lecture, est-ce que tu pourrais nous donner les plus beaux livres d'amour que tu aies lus? Les plus beaux livres d'amour, hein. Euh, Alors, j'ai vu beaucoup de films. J'ai d'abord parlé des films, après, on va parler des livres parce que, comme j'ai vu beaucoup de films d'amour ces derniers temps, parce que justement, je préparais mon film. Bon, évidemment, il y a Love Story, hein, qui est le film d'amour par excellence, qui en plus ressemble énormément voilà, quelque part à mon histoire. Euh, Après, je dirais euh, Sur la route de Madison, Out of Africa, La maîtresse du lieutenant anglais. Euh, bon, il y en a énormément, mais j'ai aussi adoré The Notebook. Euh, Là, je crois d'ailleurs que c'est N'oublie jamais, hein, la traduction française. Voilà. Et puis, il y a des vieux films qui m'ont inspiré pour le coup pour Jamais je ne te quitterai, du style Le fantôme de Madame Muir, par exemple, qui sont des films en noir et blanc où il y a ce fantôme qui est là dans cette maison euh, et qu'il trouve en arrivant, qu'elle trouve en arrivant. Euh, voilà. Après, bon, les grands livres d'amour. Euh, euh, bon, il y a évidemment après les Hauts de Hurlevent, tous ces films-là, tous ces livres-là où les euh, je, je- il y a des histoires d'amour dans quasiment tous les livres. Moi, j'avoue que euh, les comment dire, j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant justement Stendhal ou beaucoup lu euh, voilà la Chartreuse de Parme. D'ailleurs, je crois que j'ai appelé mon fils Julien parce qu'à cause de Julien Sorel. Donc, euh, euh, voilà, il y a, j'ai pas en tête tout de suite, mais bon, je pense que dans toute ma librairie, ça parle à chaque fois d'amour, en fait, dans toute ma bibliothèque, en tout cas. Euh, voilà, je vais réfléchir. Ah, c'est parce que tu veux revenir, ça, c'est ça, pour le livre sombre. Mais Nathalie, je te laisse la parole. On aimerait bien avoir le vrai conseil de lecture de Jérôme Arnaud quand même. Oui, Alors oui, il y a deux livres que je suis en train de lire. Et donc, le, le premier, c'est un livre qui s'appelle L'Orageuse de Jessica Nelson, Pas euh, vraiment. qui, que je n'ai pas terminé, mais que je trouve formidable, hein, qui raconte l'histoire de cette féministe, Louise Collet, une des premières féministes. Donc ça, franchement, je vous le conseille. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un essai qui est le livre de Tamara Magaram, voilà, Survivre à la famille toxique. Je crois que le titre parle de lui-même. Oui, je crois aussi. Juste une dernière question là. Pourquoi avoir choisi trois hirondelles sur la couverture? Quelle est la symbolique de ces hirondelles? Alors, ce qui est intéressant, c'est ça se lit comme une suite, effectivement. Il y a N'oublie pas que je t'aime. Donc là, on va être sur Le deux. euh, l'oiseau. Bah, il voit voilà, sa femme, son amour s'envole. Elle est toujours là, mais elle devient autre, hein. D'ailleurs, la pièce de théâtre s'appellera La vie double, hein. Donc, elle est là voilà, dans un halo. Et puis, dans la suite, dans Jamais je ne te quitterai, il rencontre une autre femme qui va devoir vivre avec cette muse, cette âme qui n'est qui est sur un autre plan, dans l'au-delà, mais qui sera quand même toujours là à chaque fois qu'il écrira un nouveau livre.
un peu comme Chagall, à chaque fois, il mettait voilà, comment dire ça, il y a toujours un clin d'œil pour sa femme disparue. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a trois oiseaux dans Jamais je ne te quitterai. Mm. Et sans vouloir le faire sans doute, mais tu fais un hommage encore plus profond aux disparus, puisqu'on vient de publier les résultats. 95% des hirondelles ont disparu du ciel d'Île-de-France. Ah, quelle tristesse. Donc, c'est un hommage au-delà, je Oui, et dirais. puis en plus, je pense que l'oiseau, ça, c'est d'ailleurs. Oui, j'ai lu récemment le livre d'Amélie Nothomb aussi, et elle raconte sa passion pour les oiseaux, et l'oiseau, c'est aussi l'écriture, hein, c'est aussi cette façon c'est la fenêtre par laquelle on s'évade, hein, c'est la liberté. Oui, il faut protéger les hirondelles, hein, c'est important. C'est ça. Pour Je le protéger laisse, nos livres. je le laisse à l'écran parce que c'est mon conseil de lecture du jour. Allez en librairie, allez lire et allez acheter l'autre aussi, mais ça se lit indépendamment, hein, je Oui, rassure. oui, on peut lire Jamais je ne te quitterai sans avoir lu N'oublie pas que je t'aime, hein. Oui, complètement. Il y a tout. Avant de donner le mot de la fin à Jérôme Arnaud, moi je vais dire on se retrouvera lundi, on va changer d'univers, on va repartir dans un essai, on va parler de philosophie avec Gilles Verviche qui a sorti un essai qui s'appelle Stranger Philo. Il parle de la série Stranger Things que tout le monde connaît sur Netflix et il en déroule tous les sujets philosophiques et c'est passionnant, donc on parlera de ça lundi à 19h. Jérôme Arnaud, je vous laisse le mot de la fin, le terrible mot de la fin. Écoutez, surtout ce que je voudrais dire, c'est que il faut croire en l'amour, il faut croire, comment dire, en la force aussi de la vie. La vie et l'amour renaît sans cesse de ses cendres, comme le phénix. Et mes livres ne sont pas des livres tristes, ce sont des livres au contraire. Bon, on pleure un peu parfois, en tout cas dans N'oublie pas que je t'aime. Tatiana Dronay aussi a dit ça, parce elle m'avait préfacé euh, le livre, que évidemment on va pleurer, mais que c'est aussi un hymne à l'amour. Je crois que c'est ce qu'on a repris, d'ailleurs, un hymne à l'amour, c'était les phrases de Tatiana, un message d'espoir. Donc c'est un message d'espoir. Jamais je ne te quitterai. Je pense que c'est un livre qui traite, hein, du deuil, qui traite de la reconstruction, qui traite aussi d'écriture comme thérapie, mais de façon légère. Et je pense qu'il y a C'est plein d'humour. On un rit beaucoup, hein. passage où on sourit. Il y a un moment, une voyante qui apparaît un peu comme dans Ghost. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Voilà, donc il se moque aussi beaucoup de lui-même, hein, l'écrivain en question. Donc, voilà, donc je pense que ça permet aussi de passer un bon moment et de réfléchir tout en vivant la vie avec humour. Voilà. Parfait. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Bonne route donc à Jamais je ne te quitterai. Bonne soirée et rendez-vous à tout le Bonsoir. monde lundi. Bonne soirée à tous.